J'invite maintenant M. Sébastien Ross, directeur exécutif Opérations Atlantique, à venir nous présenter sa vision pour l'avenir de la région et l'industrie de l'aluminium. Merci Claudine, merci beaucoup Nina. Super content d'être avec les membres de la communauté. Je sais que nos exécutifs, nos partenaires syndicaux sont dans la salle, plusieurs membres de la communauté, mais je sais aussi qu'il y a des gens de nos employés qui n'ont pas pu faire les 2 sessions d'hier qui sont dans la salle. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais commencer peut-être par m'introduire. Il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas encore. Sébastien Ross, directeur exécutif des opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium et fier résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 4 ans et demi déjà, depuis 2018. Donc, très content d'être avec vous ce matin. Je vais commencer par une reconnaissance historique et par la suite, je me lance. Rio Tinto opère dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis près de 100 ans sur le territoire ancestral Nitassinan, où les Pequawmilnuts occupent une présence historique. C'est dans cet esprit de réconciliation, de respect mutuel, de collaboration que nous souhaitons avancer avec la communauté. Claudine l'a évoqué tout à l'heure. Cet événement-là, je m'étais engagé aux élus l'année passée de venir partager notre vision. Je tiens à dire d'entrée de jeu qu'une vision, c'est un rêve. Ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Rio Tinto pour le Québec. C'est une vision qui a été développée en partenariat avec une grande partie de mes équipes et où j'ai le support de la maison mère. Mais ça ne veut pas dire engagement. Je l'ai dit à plusieurs égards, on va vous donner exactement le portfolio, ce qu'on a en tête pour la région. Mais ça ne veut pas dire que tous les projets qu'on va parler vont nécessairement se matérialiser ou dans la séquence qu'on va le dire ou au moment où on va le dire. Il y a naturellement des conditions à rencontrer, mais c'est un beau risque qu'on prend. Je pense qu'on est rendu là en termes de transparence. Donc, c'est un engagement que j'avais pris et je suis très fier aujourd'hui de venir vous partager notre vision dans le contexte du 150e anniversaire de Rio Tinto. Je sais que vous avez soif d'informations, qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont circulé dans les derniers mois et même un peu plus tôt ce matin et qu'on n'a pas eu toujours l'opportunité d'exposer nos arguments, nos explications. Aujourd'hui, c'est une occasion de répondre à vos questions. Et j'ai parlé hier à l'ensemble de nos équipes, j'ai parlé du mot ambassadeur. Un des objectifs aujourd'hui, c'est vous donner assez d'informations que vous puissiez devenir aussi des ambassadeurs de notre vision pour la région puis pour le futur de la région. Donc, pourquoi c'est important ce sommet-là? Partager la vision, l'état d'avancement des projets, vous outiller pour nous aider à faire avancer des projets également, transmettre un peu d'informations globales sur l'industrie, sur notre marché, sur comment le contexte mondial a évolué et qui peut, à certains égards, nous créer des belles opportunités dans le marché. Puis, on va avoir Jean Simard, on va avoir M. Dubuc et on va avoir plusieurs membres de mon équipe qui vont vous donner encore plus de détails versus les éléments que je vais parler d'entrée de jeu. Je voudrais revenir un peu sur le passé. Les 10 dernières années, notre industrie s'est retrouvée, je vais appeler ça, dans des montagnes russes. Vous savez, la Chine a occupé toute la place. Mais pendant ce temps-là, dans le monde occidental, il n'y a pas d'investissement qui s'est fait dans des nouvelles alumineries modernes, sauf Kitimat et l'usine actuelle d'AP60. J'en profite d'ailleurs pour lever mon chapeau à plusieurs de mes prédécesseurs. Je vais peut-être en omettre quelques-uns, mais je vais en nommer quelques-uns. M. Yvon Danjou, Jean Simon, Dominique Bouchard, Étienne et Gervais Jacques, sans naturellement oublier Jacinthe Côté. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de ces personnes-là lorsqu'on a célébré le 150e anniversaire de Rio Tinto mardi soir, le 29 mars dernier, à la Maison Alcan. D'ailleurs, c'était ma première visite à la Maison Alcan. Superbe bâtiment. Beau clin d'œil historique. Mais ces prédécesseurs-là nous ont permis de construire plusieurs alumineries, une aluminerie au rythme de 10 ans, et on a dû ralentir pour ce que je vous ai évoqué d'entrée de jeu pour les 10 dernières années à cause de ce qui s'est passé avec la Chine. Mais aussi, grâce à leur confiance dans la région, on a continué à investir pour s'assurer que nos actifs actuels étaient dans un bon état, étaient dans un état optimal, mais aussi pour nous permettre d'être prêts quand le moment de la croissance allait arriver. Et là, je peux vous dire, nos actifs sont en bon état, on continue à investir et on est prêt. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je parle un peu du contexte mondial. Au cours des 18 derniers mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur notre planète et dans le contexte mondial. M. Jean Simard va vous en parler un petit peu plus et M. Dubuc également. Mais je voudrais quand même passer un peu de temps sur ces éléments-là. Il y a 4 grands éléments
qui viennent recouper, qui viennent toucher nos communautés, notre industrie, qui ont changé. La décarbonation, c'est une volonté ferme des gouvernements, c'est une volonté ferme de nous, dans la salle, de la communauté. C'est aussi une volonté ferme de Rio Tinto. Ça va amener une transition énergétique qui est très importante. Pour nous, du groupe Aluminium, la décarbonation est également une opportunité, puisque l'aluminium fait partie des matériaux critiques tant au Canada qu'aux États-Unis. L'aluminium arrive deuxième derrière le cuivre en termes de matériaux critiques pour répondre aux besoins de transition énergétique. Juste quelques exemples. On parle beaucoup des voitures électriques. Les voitures électriques ont à peu près 40-42 % plus de contenu d'aluminium que des moteurs à combustion. Et on s'attend que les voitures électriques prennent une place prépondérante dans le marché nord-américain de l'ordre de 40-45 % des ventes d'ici 2035. Un autre élément, les fermes de panneaux électriques. 85 % des composantes de fermes de panneaux électriques sont composées d'aluminium. Un autre exemple qui touche aussi directement notre industrie, les lignes de transmission électrique, c'est 16 % de la consommation d'aluminium en Amérique du Nord. Et 75 % de ces dites lignes de transmission ont plus de 25 ans, ce qui va créer aussi beaucoup de demandes de notre côté. Puis à long terme, évidemment, le déploiement de la technologie LICIS nous permettra d'avoir un impact majeur sur la décarbonation de nos alumineries ici, mais aussi des alumineries à travers le monde. Donc, le premier élément des 4 dont je veux vous parler, la décarbonation. Deuxième élément, la crise énergétique mondiale, qui a eu plusieurs effets. Crise énergétique mondiale, les coûts élevés de l'énergie ont eu une pression inflationniste sur les coûts de nos matières premières, nos produits carbonés, nos anodes, entre autres. Je reviens sur les montagnes russes. Le coût du LME, puis vous voyez un graphique à l'écran, c'est historiquement, le coût du LME évolue et nos matières premières sont fortement corrélées au prix du LME. Donc, normalement, quand le LME commence à baisser, il y a un effet de 3 à 6 mois d'inertie à cause de nos inventaires, le temps qu'on consomme nos inventaires et qu'on rebâtisse nos inventaires, et le prix des matières premières se résorbe. C'est la première fois de l'histoire que ce n'est pas arrivé en 2022. Quand le LME a commencé à se contracter, le prix des matières premières est demeuré très, très haut. Ce qui a eu une pression sur les marges, mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous dire, vous parler de choses négatives. En fait, ce que je veux faire avec ça, c'est que ça crée de l'incertitude. C'est que pour une première fois, c'est plus difficile de prédire de quoi demain va être fait à cause de cette crise énergétique-là. Mais cette crise énergétique-là a surtout propulsé la fermeture de nombreuses alumineries à travers le monde et a mis les raffineries d'alumine dans une situation de perte de rentabilité assez importante. Donc, le marché s'est contracté en Europe, mais aussi aux États-Unis en termes de production. Donc, deuxième élément après la décarbonation, crise énergétique mondiale. Troisième élément, puis ici, c'est une énumération, ça a commencé naturellement à la COVID, les conflits commerciaux, Taïwan, la Chine, les États-Unis avec la Chine, Taïwan, mais surtout la guerre en Ukraine, qui ont changé nos chaînes d'approvisionnement en les fragilisant. En conséquence, les gouvernements américains, canadiens, puis partout à travers le monde, ont pris des mesures pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement à l'intérieur de leurs frontières, puis auprès de pays alliés. Donc, en tant que voisins privilégiés, le Canada, des États-Unis, où d'ailleurs 90 % de notre production d'aluminium est déjà destinée, ça nous met dans une position privilégiée. Donc, troisième élément, COVID, conflits commerciaux et guerre en Ukraine. Le dernier, c'est tout le contexte des standards environnement social et gouvernance. Évidemment, on est déjà un producteur d'aluminium vert avec une faible empreinte carbone, mais être une compagnie environnement social et gouvernance, ça va au-delà du fait d'être carboneutre ou de tendre à la carboneutralité. Nos pays où on produit, on a le Canada, principalement le Saguenay-Lac-Saint-Jean en l'occurrence. On a aussi une usine en Islande et un centre de recherche en France. Donc, des pays démocratiques, respectueux des droits humains. C'est un élément important. Je vous parlais de transparence d'entrée de jeu avec la communauté, mais transparence avec nos clients. Transparence, c'est un mot très important. On le fait aussi avec nos produits. D'ailleurs, vous allez avoir des produits à la sortie, puis vous allez voir qu'il y a un code QR qu'on a sur nos produits maintenant où tu peux aller scanner le code QR, puis ça va donner un peu de pédigré de nos produits, un peu comme on a dans le monde alimentaire. Ça va dire de quoi c'est composé, où c'est fait, comment c'est fait, quelle eau on consomme. Donc, beaucoup de détails sur nos produits. Donc, on est à l'avant-garde. On a fait ça il y a à peu près 18 mois, puis on continue à évoluer, à mettre de plus en plus d'informations. On maintient notre certification ASI pour producteurs d'aluminium responsable, qui est quelque chose d'important. Et le partage que Nina nous a fait, naturellement, notre relation avec la communauté, mais aussi avec les Premières Nations et l'entente historique
qu'on a signé avec les gens de MassTH le 15 décembre dernier, qui est plus une façon, c'est une entente en fait, qui décrit une façon de travailler ensemble pour en arriver à un partenariat à long terme. On est très fiers, moi et le chef Dominique, de cette entente-là, donc c'est un élément aussi important. Donc je vous rappelle, ces 4 paramètres qui vont influencer l'établissement de notre vision. On parle de décarbonation, de crise énergétique, de la COVID, des conflits commerciaux, de la guerre en Ukraine et de la pression grandissante sur les standards environnement social et de gouvernance. Donc, ces changements-là vont avoir un impact sur notre business, vont créer des opportunités sur notre entreprise et vont aussi influencer la vision que je vais vous décrire un petit peu plus tard. L'autre élément qui est important, voisin des États-Unis, position privilégiée, beaucoup de demandes à venir sur les produits d'aluminium, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, et les États-Unis ont perdu beaucoup d'aluminerie, en ont perdu encore l'an passé de la capacité. Aujourd'hui, les États-Unis produisent moins d'aluminium que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les États-Unis au complet. Pour vous dire, il y a un déficit de 3,5 millions de tonnes aux États-Unis, donc on a une position très avantageuse et ça crée des opportunités. J'arrive à la vision. Cette vision-là, j'ai parlé de mes prédécesseurs tout à l'heure. Pendant la COVID, on avait fait notre cellule de crise au manoir. Donc, j'étais là avec une petite équipe pendant que l'ensemble de nos employés, nos équipes de direction s'affairaient à gérer la COVID pour minimiser l'impact sur nos opérations et aussi participer dans la communauté. J'avais un peu de temps mort, ce qui est plutôt rare, et on a commencé à dessiner sur un tableau pour essayer d'établir à quoi mes prédécesseurs avaient pensé. Pourquoi ça n'a pas marché? On peut-tu faire plus? On peut-tu faire ça différemment? On est en crise, mais il faudrait peut-être essayer de rêver. Donc, on a commencé à dessiner une vision sur un tableau qui a naturellement évolué. Et quand Jacob, notre nouveau CEO de Rio Tinto, et aussi Ivan Vella, mon patron de la division aluminium, sont arrivés à ma deuxième... En fait, on a eu une rencontre d'introduction, puis à ma deuxième rencontre, ils m'ont demandé de présenter si j'avais une vision. Je dis oui, j'ai préparé quelque chose. On a présenté cette vision-là à Ivan. Et il était très, très, très enjoué. Il dit, t'es le premier qui me présente une vision qui n'est pas trop négative, qui regarde vers l'avant, mais il dit, il y a un seul bémol. Puis je dis, OK, c'est quoi le bémol? Il dit, t'es pas assez ambitieux. Je ne me suis pas fait dire ça souvent dans ma carrière, mais c'est ce que je me suis fait répondre par la direction. Je dis, OK, je vais retourner à la planche à dessin. Fait que je me suis assuré d'être assez ambitieux, ce que j'ai fait. Et cette vision-là a été entérinée par la haute direction. Et on a commencé à avoir les premiers fruits de cette vision-là en 2022 avec différentes annonces que je vais revenir. Et 2023 est vraiment une année pivot. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est ce que je veux vous partager. Cette vision-là a plusieurs éléments qui constituent cette vision-là, disons des paramètres de base, de fondation qu'on avait en tête quand on a établi la vision. Assurer une transition harmonieuse d'Arvida et de nos employés Arvida. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai parlé beaucoup de marché américain, donc protéger notre place sur le marché américain dans une transition avec Arvida, mais aussi l'accroître. C'est-à-dire que là, on est en mode croissance. On n'est pas en mode défensif, mais en mode offensif. On veut réduire notre empreinte carbone en intensité de 40 % à terme. Donc, c'est énorme. En misant naturellement sur la technologie Hélicis pour nos projets de croissance, mais aussi sur une stratégie de recyclage. Puis l'autre élément qu'on ne parle pas souvent, on a une raffinerie d'alumine. C'est hyper stratégique, notre raffinerie d'alumine. Il reste très peu de raffineries d'alumine, je vais appeler ça en Atlantique. Donc, chaque tonne de qualité qui sort de Vaudreuil, c'est excessivement important pour le futur de la région. Donc, on a déjà la raffinerie d'alumine qui est la moins émettrice de CO2 par tonne d'alumine produite. Notre rêve, c'est être carboneutre. Fait qu'imaginez dans la vision, on a Hélicis, où on émet des bulles d'oxygène. On a déjà notre hydroélectricité. Mais en plus, on a de l'alumine carboneutre. Afin de poursuivre puis de vous parler de nos projets pour réaliser notre vision, je le répète, c'est important. Je suis super transparent, on est transparent aujourd'hui. Ce n'est pas un engagement formel, je vous partage une vision, les éléments de la vision. On va essayer de la faire atterrir le plus possible, mais je ne prends pas un engagement ferme à faire tous les projets que je vais vous lister tout de suite après. C'est important. On a une oreille très attentive de la Maison-Mère, je l'ai déjà dit plus tôt. Notre machine à projet est redémarrée. Quand je suis arrivé ici en 2018, je gérais les alumineries au moment de mon arrivée. Je devais avoir une ou deux personnes qui travaillaient sur des projets dits de nature offensive. Là, j'ai des dizaines et des dizaines d'équipes qui sont à pied d'œuvre pour travailler sur des projets offensifs, plus toutes les équipes de Rio Tinto qui nous supportent.
Donc, le plan a des éléments court terme, des éléments moyen terme et des éléments long terme. Je regarde, ils m'ont mis un gros compteur. Là. Je regarde juste comment je suis dans le temps. Éléments court terme, je veux quand même vous dire que on a souvent dit, puis je le sais que la communauté est étonnée de l'entendre, on investit, je vous le dis, c'est important, nos actifs doivent être en bon état. C'est important, c'est le cas. Puis on était tout le temps autour, mettons, entre 350 et 500 millions d'investissements pour des projets plus dits de maintien. Cette année, parce qu'on a annoncé des projets offensifs pour 465 millions l'an dernier, on a 911 millions, près d'1 milliard de dollars déjà d'investissement dans le budget qu'il faut livrer cette année en 2023. Les projets qui ont été annoncés, je vous parlais de recyclage. Il y a un projet, le four Vulcain à La Terrière, qui est en opération depuis février, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, qui est un premier pas dans le recyclage pour nous, qui a été annoncé en phase 1. Il y a une phase 2 qui est en cours. Mais il y a aussi le projet qu'on a appelé F-150, qui est du recyclage post-consommation, qui va être à Arvida, donc qui va nous aider à assurer une transition. C'est une première étape. C'est aussi un projet pilote, un four de 35 000 tonnes qui a été annoncé. Et c'est du recyclage vraiment de post-consommation. Darren va vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais on vise à en faire davantage. Donc, les projets de recyclage qui ont été annoncés. Les 16 cuves d'AP60 qui ont été annoncés, mais on s'était aussi commis à faire des études. On a fait ces dites études, puis on a arrêté le projet de 16 cuves parce qu'on s'est rendu compte qu'on étudiait 2 modèles. Et le modèle qu'on a retenu, c'est 96 cuves total, donc 80 cuves de plus que le 16 cuves. Les études progressent super bien. On est en phase PFS pratiquement à la fin. On devrait compléter l'AFS pour cet été, mais le but, ce serait faire une annonce plus tard dans l'année, mais on travaille sur une cédule accélérée. Encore là, je reviens à ce projet-là un peu plus, puis Darren va vous donner plus de détails. Je vois Sylvain derrière à gauche avec son équipe, Centre de billettes d'Alma, projet super important. C'était un projet pour sécuriser encore plus de volume dans notre production à valeur ajoutée. Le projet progresse super bien en exécution. Darren va vous en parler, mais on s'attend à une première levée de terre quelque part au mois d'avril. Je reviens sur Vaudreuil. On n'a pas beaucoup parlé. Ce ne pas des projets qu'on a nécessairement annoncés dans la communauté. Mais à Vaudreuil, on a converti une partie des hydrates, ce qu'on appelle hydrate Est, hydrate Ouest, en précipitation continue. Donc, je ne rentrerai pas dans la technique, mais essentiellement, cette façon de faire-là sécurise nos opérations, augmente notre capacité de production, mais aussi améliore grandement nos rapports santé-sécurité, c'est-à-dire qu'il y a moins de déversement, donc c'est moins dangereux pour les employés et ça nous sécurise. Donc, on investit dans 2 chaînes à l'Est, une nouvelle l'an passé qu'on a mis en fonction, et là, à l'Ouest, on va en faire 2 en fin d'année pour au début de l'année prochaine. Donc, ça, c'est des projets de 465 millions de nature offensive qui ont été annoncés l'an dernier, qui fait que notre enveloppe CAPEX est un peu plus élevée cette année. Je rentre dans les éléments moyen terme, long terme. Je reviens sur la décarbonation de notre usine de Vaudreuil. Ce qui nous reste pour décarboner l'usine de Vaudreuil, on a besoin de vapeur dans le procédé industriel à Vaudreuil. On a déjà 3 de nos bouilloires qui fonctionnent. Ils peuvent alterner entre le gaz naturel et l'électricité. Le but, c'est les bouilloires restantes, d'être capable de faire la même chose. C'est soit à l'hydroélectricité, mais ça pourrait être à la biomasse. On regarde différentes options, mais le but, c'est que nos bouilloires soient convertis avec de l'énergie renouvelable. L'autre gros élément qu'il faut attaquer, c'est la calcination de nos hydrates qui fonctionnent au gaz naturel. Je rappelle, l'usine de Vaudreuil, actuellement, c'est la plus grande usine consommatrice de gaz naturel du Québec. Donc, c'est quand même un immense consommateur. Donc, c'est vraiment un gros engagement qu'on veut prendre pour la rendre carboneutre. Donc, les calcinateurs, on travaille pour utiliser des sources alternatives pour les calcinateurs. Ça, il y a un peu plus de développement technologique par rapport à ça. On est supporté par le centre d'expertise. Et on a beaucoup de raffineries d'alumine au Pacifique. Donc, nos collègues au Pacifique sont en train de faire des tests qu'on va déployer à Vaudreuil. Mais c'est un engagement qu'on veut prendre pour amener cette usine-là carboneutre aussi. Transition harmonieuse d'Arvida. Je sais que ça vous préoccupe. Ça préoccupe la communauté, ça préoccupe mes équipes et ça me préoccupe évidemment aussi. On a un plan, mais ce plan-là va être plus, je dirais, atterri quand je vais savoir exactement est-ce qu'on a les 96 cuves, à quel moment on les a, puis combien de temps va prendre la construction. Donc, l'obtention des 96 cuves va un peu dicter la séquence de fermeture d'Arvida. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette séquence-là va s'amorcer quelque part en 2024 et fort probablement, qu'à cause qu'on sait qu'un projet prend 30 à 36 mois à livrer, on va probablement avoir à garder quelques salles de cuves le moins longtemps possible, mais on veut encore là harmoniser le transfert et sécuriser
notre main-d'œuvre. Jean-François va vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Je reviens sur AP60. Ce que je veux ajouter, que je n'ai pas dit encore sur AP60, le projet, on ne l'a pas encore, mais vous allez voir déjà des travaux de génie civil qui vont commencer dès le dégel. On veut préparer le terrain. Je vous ai dit que la cédule pour assurer une transition harmonieuse d'Arvida est très importante. Donc, on va commencer, malgré qu'on n'a pas l'obtention du projet formel encore, à préparer le terrain, démolir les bâtiments qui nous restent sur ce terrain-là pour gagner toute la saison estivale si l'approbation vient plus tard pour gagner du temps sur l'échéancier. Donc, c'est de quoi que vous allez voir bouger sous peu. Jean-François vous en parle avec un petit peu plus de détails tout à l'heure. Naturellement, Hélicis, j'ai Marie-Christine qui est avec nous, ma collègue sur l'équipe de direction Almium, qui va vous entretenir un peu d'Hélicis. Mais Hélicis, c'est la croissance de notre production. C'est notre futur. Mais c'est aussi une co-entreprise avec Alcoa. Il y a le gouvernement fédéral et provincial et aussi Apple qui est impliqué dans cette co-entreprise-là. Marie-Christine va vous expliquer davantage ce que ça veut dire, une co-entreprise. On sait à quel point ça soulève de l'intérêt. Je sais que vous désirez en entendre parler, mais par respect pour notre partenariat, on ne pourra pas aller très loin dans ce qu'on veut faire avec Hélicis. Par contre, il y a certains éléments que je peux vous dire sur Hélicis. Hélicis, on a une cuve de démonstration sur le complexe Jonquière qui a produit de l'aluminium de qualité P10-20. Donc, on sait que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est industrialiser, mettre à l'échelle. Ce n'est pas encore la cuve de grosseur industrielle qu'on veut pour le futur. Ça se déroule à Alma. On a annoncé ce projet-là aussi. Et ça va très bien, la construction à Alma, la technologie. On s'attend qu'on puisse mettre la première cuve à Alma en opération en fin d'année. Donc ça, je peux vous dire ça. Notre intention, j'ai parlé de co-entreprise, Marie-Christine va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Notre intention comme co-entreprise, mais aussi comme RTA, comme un utilisateur futur de la technologie Hélicis, on veut accélérer l'industrialisation d'Hélicis. On veut, puis on pense que plus on travaille vite, plus on fait, on va apprendre. C'est-à-dire, plus on se lance, on va apprendre à travailler avec la technologie. On va, j'ai juste débogué la technologie, je sais que ce n'est pas très français, mais déboguer la technologie. Donc, ce qu'on a en tête, c'est faire un projet pilote pour accélérer le déploiement de plus grande envergure. Je ne peux malheureusement pas vous dire la nature, le lieu de ce projet-là, mais c'est un projet qu'on travaille, qui devrait être annoncé aussi en 2023. Puis ça, c'est RTA. Pour réaliser ces projets, notre capacité de production énergétique, qui est un grand privilège, on le reconnaît, ne sera pas suffisante. Ça va faire 100 ans en 2026 qu'on produit de l'électricité, qu'on produit de l'énergie dans la région. La centrale Ilmaning va d'ailleurs fêter son centenaire. Bien que ce soit notre plus ancienne installation électrique, nous n'avons jamais cessé d'y investir. D'ailleurs, on a un programme qui est lancé depuis déjà quelques années, de programmes en exécution, 300 millions de projets, 25 projets qui sont en exécution actuellement, et on entend investir plus d'1 milliard de dollars sur cette centrale-là seulement d'ici à 2035. Et naturellement, on va s'occuper de nos autres ouvrages hydroélectriques aussi. Parallèlement, tout ce que je viens de vous exposer comme vision, je reviens sur l'entente qu'on a signée avec Chef Dominique et son équipe, l'entente Le Vent tourne, Kouessé-Louéou, qui a systématique. Ça, c'est une trame de fond. Puis je vais vous exposer un peu plus pourquoi c'est important pour nous, pour moi. On opère sur le Nitassinan depuis 100 ans déjà. Mais dans le fond, on partage leur Nitassinan. C'est plus qu'une reconnaissance historique, une volonté de faire notre part, comme Nina l'a mentionné, dans le mouvement de réconciliation qu'on a vu émerger partout au pays. On veut apprendre les uns des autres, mais on veut surtout prendre les meilleures décisions possibles pour optimiser la ressource qui, dans notre cas, est l'eau, avec les gens de Mastoyache. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre à travailler avec eux, leur rapport avec la nature, la faune, la flore. On parle de ESG, on parle de décarbonation. On a beaucoup à apprendre à travailler avec les gens de Mastoyache et c'est une de nos volontés aussi. Je vous ai parlé de standards ESG, je vous ai parlé d'une vision ambitieuse, 40 de réduction d'intensité, de produire de l'aluminium en émettant des bulles d'oxygène, d'avoir une raffinerie, de faire plus de recyclage. Mais imaginez-vous si en plus on a une entente avec des gens des Premières Nations puis qui peuvent venir avec nous autres sur différents forums puis dire que c'est fait en partenariat avec des gens de Premières Nations, la valeur que ça peut avoir. Donc, pour l'entreprise, c'est important. Puis l'autre élément, moi, ça me fait grandir personnellement. Quelqu'un, un boulot qui est stimulant, mais qui est très demandant. Puis on a une tendance à avoir des cadences. Il faut aller vite, il faut des objectifs, il faut des KPI.
Quand tu parles avec Chef Dominique, son équipe, tu passes du temps avec eux, bien, ça te permet de te poser, de réfléchir, de voir les choses différemment, de prendre la perspective. Je pense que ça a une valeur inestimable. Ça aussi. Le dernier élément que je veux vous parler, qui fait partie de la vision aussi, Vaudreuil, j'en ai beaucoup parlé, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a l'usine de filtration qui maintenant opère, mais l'usine de filtration nous permet de garder l'usine en fonction du site de résidus de bauxite qu'on a actuellement jusqu'à peu près 2029-2030. Donc, naturellement, si on veut établir une vision où on veut investir des milliards de dollars dans la région dans le futur, je vous ai dit que l'alumine était excessivement importante. Il faut aussi travailler à trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait avec le site de résidus de bauxite? Donc, on travaille également aux différentes options pour étirer la vie de Vaudreuil le plus rapidement possible. Puis en trame de fond, ce que je n'ai pas beaucoup parlé à date, mais pour moi, c'est fondamental, c'est nos employés, nos partenaires. On a un système qu'on est en train de travailler, on appelle ça le système sécuritaire de production de Rio Tinto, mais essentiellement, je vais vous le vulgariser. Ce qu'on veut, c'est inverser la pyramide. Ce qu'on veut, je pense que le plus gros potentiel d'optimisation qu'on a dans cette organisation-là, c'est aller chercher le plein potentiel de nos employés. Puis on est une organisation, je dis bien humblement, qui est très orientée, top-down. Mais là, on veut tenter d'inverser ça. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Je travaille avec les... On a commencé à le déployer dans certaines usines. Au début, c'est difficile, mais là, on voit vraiment là, que les employés nous génèrent des idées. Puis là, notre objectif comme direction, c'est plus, on est là pour retirer barrières, les aider, faciliter leur travail. Donc, c'est un changement de culture profond qu'on est en train d'amorcer, mais ça va prendre des années, naturellement. Mais c'est le ciment, c'est le liant. Puis les membres de la communauté, on a besoin de vous autres aussi, mais nos employés, c'est aussi nos ambassadeurs. Comme vous pouvez être nos ambassadeurs, donc on est des bons opérateurs, mais on veut être les meilleurs opérateurs. J'ai quelqu'un de mon équipe tantôt qui me disait, imaginez-vous, faire une aluminerie, c'est très, 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 très cher pour les certains. On fait juste améliorer nos façons de faire de 10 %. C'est l'équivalent d'une aluminerie pratiquement comme, je ne sais pas, la Terrière. La valeur de ça. Donc, on fait ça en parallèle aussi, parce que toutes les tonnes sont potentiellement importantes pour le marché américain puis pour la planète. Donc, c'est un élément important. S'occuper de nos employés, travailler avec eux et optimiser nos façons de faire, devenir plus efficients. Donc, j'essaie de vous résumer ça. Transition harmonieuse d'Arvida en prenant soin de nos employés. On protège notre place sur le marché américain, en plus de l'accroître, pour offrir un aluminium le plus responsable au monde, avec le recyclage et après 60 comme première phase pour assurer la transition d'Arvida, avec de l'alumine à zéro carbone et la technologie Hélicis, qui contribueront aux efforts de décarbonation et de transition énergétique. On travaille avec la communauté, on travaille avec les Premières Nations, on travaille main dans la main avec nos partenaires sociaux, syndicaux, mais aussi avec nos employés. Puis je vous dis, vous le voyez aussi, notre empreinte GES comme entreprise qui produit de l'aluminium est très importante au Québec. Je pense que vous le voyez à chaque année. Il y a un article dans le Journal du Québec, Journal de Montréal à chaque année. Avec le projet qu'on a là, je n'ai pas trop de crainte de dire qu'on a le projet le plus ambitieux de décarbonation du Québec, voire du Canada. Donc, merci tout le monde.